Comment assurer la pérennité des entreprises familiales? Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir 4 experts du sujet sur le plateau de Patrimoine Cash. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Charles-Henri Bujard. Bonjour Charles-Henri Bujard. Bonjour. Vous êtes le président de l'AFO, l'Association française des family office. Première question pour vous rapidement, même question pour tous sur ce plateau. C'est un sujet qui est sous-estimé aujourd'hui, la transmission des entreprises familiales? Alors, c'est pas un sujet qui est sous-estimé, je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. D'accord. Et dans le cadre de nos missions de Family Office, c'est un des piliers principaux de l'accompagnement d'une famille. On intervient sur le sujet de transmission le plus tôt possible. On n'en parle pas assez de manière globale ou on n'en parle pas assez aux dirigeants d'entreprise directement? C'est une excellente remarque, les deux. Les deux. Les deux. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Laurent de Gabriel. Bonjour Laurent de Gabriel. Vous êtes le directeur général de l'Institut français des administrateurs. Même question, le sujet est suffisamment traité aujourd'hui selon vous, la pérennité des entreprises familiales françaises à la vue des enjeux qui concernent ces entreprises? Bonjour Nicolas Pagné, merci de nous recevoir. Je crois que c'est un sujet effectivement qui est important. Je pense qu'il n'est pas suffisamment traité et la prise de conscience n'est pas suffisamment assez élevée pour les gens qui sont dans les entreprises qui vont être transmises. D'accord. La transmission d'entreprise, c'est avant tout un sujet de préparation. Il faut le préparer bien en amont. On évalue ça entre 5 et 7 ans minimum. De préparation. De préparation, d'accord. Si on veut le faire dans de bonnes conditions. Et on sent que les conditions de la réussite ne sont pas faciles. Et donc il faut en être pleinement conscient. Et effectivement, on n'en parle peut-être pas assez, mais peut-être que les entrepreneurs eux-mêmes ou les entrepreneuses ne sont pas suffisamment au fait de ces choses-là et ne réalisent pas les enjeux que cela représente. Les enjeux et notamment le temps que cela peut prendre. On a le plaisir d'accueillir également Frédéric Espira. Bonjour Frédéric Espira. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Merci, vous êtes président du Conseil patrimonial de l'Ordre des experts comptables. Même question, votre avis un petit peu sur cet enjeu de la pérennité des entreprises familiales, sous-estimées aujourd'hui, suffisamment gérées. Quelle est la vision que vous avez du côté de l'Ordre des experts comptables? Eh bien, effectivement, aujourd'hui, on est plutôt dans le quotidien plutôt que dans la préparation. Et on manque assez de recul, même si l'expert comptable reste au cœur donc de tous les flux. Il y a énormément de sujets qui arrivent sur la table pour le chef d'entreprise, la facture électronique, l'automatisation de la comptabilité, les IA. Et donc du coup, c'est vrai que la préparation, la transmission... le temps long. Même si l'expert comptable conserve la relation client très très longue par rapport à d'autres professionnels, c'est vrai qu'on ne prépare pas suffisamment. Et bien justement, ça va être un peu le sujet de notre discussion. On a le plaisir d'accueillir également Pascal Turquetil. Bonjour Pascal Turquetil. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes entrepreneur international. Vous avez vécu une transmission d'entreprise familiale puisque vous avez repris le groupe industriel Muller via une transmission familiale. Vous êtes également membre de la commission entrepreneuriat et transmission d'entreprise au MEDEF, vice-président en charge du pôle éducatif au sein de la CCI France. Et vous êtes également membre de l'Institut du mentorat entrepreneurial, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez repris une entreprise familiale. On va commencer avec vous, donc forcément, Pascal Turquetil. Je lisais en préparant cette émission que en France, une entreprise sur 5 franchit le cap de la deuxième génération. C'est 5 sur 10 en Allemagne et 8 sur 10 en Italie. Pourquoi est-ce qu'on est à la traîne en France, Pascal Turquetil, sur ce sujet aujourd'hui? Bon, déjà, c'est un sujet essentiel, majeur pour l'emploi en France, pour l'économie française. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient transmettre et qui ne sont pas préparés à transmettre. Il y a beaucoup d'émotionnels, d'irrationnels, qui peuvent, des sujets qui peuvent finalement être moins bien abordés par des dirigeants. Alors, on parle de tiers de confiance, c'est-à-dire comment rencontrer... D'ailleurs, on est autour de la table aujourd'hui, on le représente. Il n'y a que des tiers de confiance. Je pense qu'il y a des tiers de confiance aujourd'hui, pour pouvoir accompagner dans les meilleures conditions des dirigeants qui peuvent hésiter, sont dans le doute. Donc, on est là pour les rassurer. Donc, c'est bien qu'on en parle ce matin. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à lâcher quand on est dirigeant d'entreprise. On se dit que finalement, on pourra potentiellement, Charles-Henri Bujard, oui, c'est ça, on a du mal à lâcher. Il faut avoir conscience, pour être un observateur privilégié, le Family Office ne fait pas partie de la famille. Il accompagne la famille sur ces sujets-là. C'est contre-intuitif quand vous arrivez, soit vous avez créé votre entreprise, soit vous-même vous l'avez reprise. Il y a un moment donné où vous n'êtes pas du tout dans l'esprit de vous projeter vers l'avenir. D'accord. En revanche, il faut bien avoir un prisme, c'est celui de la génération qui tient le pouvoir et qui à un moment donné doit le transmettre, et la génération qui va le reprendre. Le pouvoir, ça ne se transmet pas. Ça va se chercher. D'accord. Donc il y a tout un travail préparatoire à faire, et Pascal le disait très bien. La génération en place, mais également,
commencer à largement préparer la génération montante. C'est intéressant de dire le pouvoir, ça va se chercher. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire bon, bah, je prends ma retraite à, mettons, 65 ans, même si j'imagine qu'ils la prennent un petit peu plus tard, les dirigeants d'entreprise, et de dire bon, bah, toi, mon fils ou toi, ma fille, tu reprendras l'entreprise. Non, il faut aussi qu'il y ait un engagement de la génération suivante. Le paradigme change largement. Ça a pu exister à une époque, toi, mon fils, toi, ma fille, tu reprends l'entreprise. Aujourd'hui, les jeunes générations, celles dont on dit qu'elles ont besoin d'avoir du sens, on a besoin de leur donner envie d'avoir envie. D'accord. Et on parlait du temps préparatoire, tout à fait. Il y a celle qui tient le pouvoir et celle qui a envie, ou à qui il faut donner envie d'y aller. Oui, Laurent de Gabriel. Mais ce qui est important, je crois aussi, c'est de réaliser que la transmission ne se fera pas de manière automatique et on ne peut pas considérer que la génération qui va venir a forcément envie de prendre le pouvoir. Non. Et je crois qu'il faut effectivement essayer de distinguer entre des candidats repreneurs dans la famille qui seront volontiers engagés et d'autres qui ne l'auront pas. Et donc ça, il faut l'envisager parce que si vous distribuez le capital de façon égalitaire entre des gens qui sont complètement impliqués et des gens qui ne sont pas impliqués, ça rend la suite encore plus difficile. Donc il faut bien réfléchir à ça et accepter qu'il y a dans la famille qui suit, dans les enfants, c'est parfois autre chose que les enfants, des gens qui vont vouloir reprendre l'entreprise et des gens qui vont faire des choix d'existence différents et tout à fait respectables. Donc on ne distribue pas le capital de manière équipondérée entre tous les enfants. Non, pas toujours. C'est pas la meilleure façon de préparer. Et c'est là où la préparation en amont est importante. Frédéric et ensuite Pascal. Il y a l'économique, effectivement. Après, il y a le psycho qui l'affect. Oui. L'affect. C'est vrai que bien avoir en tête que 32% des chefs d'entreprise aujourd'hui ont plus de 55 ans. Donc ça, c'est notre clientèle dans les cabinets d'expertise comptable. Donc il faut les accompagner. 55 ans, c'est l'âge auquel il faut commencer à réfléchir. C'est un peu tard. C'est un peu tard, d'accord. Et on a un tiers de nos clients qui ont cet âge-là, voire plus. Donc du coup, et qui réfléchissent du coup à ces sujets-là, qui ont déjà préparé ou pas encore? Bien sûr que non. D'accord. peu réfléchir. Ceux dont un enfant est présent dans l'entreprise et salarié dans l'entreprise, c'est vrai que l'expert comptable aura le réflexe de lui dire de lui poser la question, de l'accompagner, est-ce que c'est bien cette personne qui reprendra la suite. C'est vrai que nous, on est en amont des interventions de ces messieurs, mais il faut qu'on accompagne, nous, beaucoup plus rapidement cette transmission. Donc il faut dire aux dirigeants maintenant, il faut y réfléchir. Quoi. Il faut y réfléchir. Pascal Turquetil, alors oui. Charles-Henri Bujard nous disait le pouvoir, on ne le cède pas, ça va se chercher. Et Laurent de Gabriel nous disait tout le monde n'a pas forcément envie de reprendre l'entreprise. Comment ça s'est passé pour vous et comment ça se passe pour ceux qui vous échangez aussi de manière plus globale? Déjà, souvent, on ne parle pas de CDI pour les chefs d'entreprise, mais de CDE. D'accord. Contrat à durée éternelle. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent pas céder, ou qui hésitent à céder, ou qui ne souhaitent pas forcément transmettre en se disant, pour mes enfants, s'ils sont capables de reprendre, c'est pas forcément un cadeau que je leur fais. Donc on est un peu dans cette tradition en ce moment, ou cette transition. Donc c'est l'histoire de ma vie, mais c'est pas un cadeau de transmettre à mes enfants. En tout cas, en plus il y a une ambiance en ce moment un peu anxiogène en France. Sûr, oui. Donc, en ce moment, on peut dire qu'il y a des dirigeants qui peuvent hésiter. Et il y a un chiffre que je voudrais ajouter également, c'est, vous parlez d'environ 700 000 entreprises qui vont à transmettre dans les 10 prochaines années. Il y a plus de la moitié de ces entreprises qui n'ont pas de successeurs. D'accord. Donc il y a évidemment des enfants qui pourraient peut-être reprendre si on les prépare, si les dirigeants souhaitent le faire. Quand vous dites pas de successeur identifié à l'heure actuelle, c'est ça? Exactement, oui. Dans leur famille. D'accord. Donc ça veut dire que le dirigeant, il peut se poser la question de céder son entreprise totalement, partiellement, peut-être de faire rentrer quelqu'un de l'extérieur ou faire monter quelqu'un dans ses équipes pour reprendre l'entreprise, ou il peut avoir quelqu'un auprès de lui, ses enfants, qui peuvent reprendre. Est-ce que tous les enfants veulent reprendre? Est-ce qu'il faut évidemment avoir un certain équilibre? Et il y a des formats qui permettent de le travailler. On parlait du trade tout à l'heure, on va en parler peut-être tout à l'heure. Également le family buyout. D'accord. C'est des sujets un peu techniques qui permettent, si on discute avec le dirigeant, d'avoir un équilibre qui va également garantir le succès de la transmission. Donc il y a beaucoup de sujets à aborder qui ne sont pas forcément connus des dirigeants. Et c'est là qu'il faut évidemment que le dirigeant les rencontre les tiers de confiance qui vont permettre la transmission dans les meilleures conditions. Parce qu'il y a les sujets techniques et les sujets affects, si je comprends bien. Il y a un sujet de pédagogie sur les sujets techniques et ensuite, évidemment, un accompagnement peut-être sur comment est-ce qu'on crée une gouvernance qui demain sera prête à reprendre l'entreprise. Frédéric Espira. Sur les sujets, pardon. Alors, Frédéric Espira, ensuite Charles-Henri Bujard, ensuite Laurent de Gabriel. Sur les sujets techniques, effectivement, il y a la partie fiscalité, il y a la partie juridique, il y a l'évaluation d'entreprise.
D'accord. Quel montant donc c'est vrai que c'est un sujet, il faut se préparer, parce que si j'ai trop de trésorerie dans l'entreprise, est-ce que je la transmets ou pas et puis le chef d'entreprise aujourd'hui, il a essentiellement son patrimoine personnel dans l'entreprise. D'accord, donc, oui, les deux sont liés généralement. Les deux sont liés totalement, et donc du coup, comment le construire ? Charles-Henri Bujard. Ouais. Je disais d'ailleurs que l'âge du dirigeant jouait aussi beaucoup. Frédéric Espira parlait de valorisation de l'entreprise, jouait sur les conditions auxquelles on allait céder l'entreprise demain, puisque plus on laisse passer de temps, si je le dis ainsi, moins on investit dans l'entreprise qu'on a passé une vie à bâtir généralement. Je pense que c'est difficile de tirer des règles générales. Chaque famille est différente. On parlait du côté technique et du côté affect. Il n'y en a pas un moins important que l'autre. D'accord. Une famille entrepreneuriale, c'est comme un ADN. C'est un truc qui ne s'explique pas, qui se vit. Et dans nos entreprises qui sont réparties sur l'ensemble des territoires, il y a une véritable... Ça porte une mission sociétale. C'est des emplois locaux, c'est des installations. Et la facilité, effectivement, c'est OK, vous vendez votre entreprise, vous touchez l'argent, vous payez l'impôt et vous transmettez. Mais ça ne présente aucun intérêt. D'accord. Une famille entrepreneuriale, elle a quelque chose en disant, quelque part, je pousse le bouchon, le raisonnement jusqu'au bout en disant, l'argent ne l'intéresse pas. C'est cette mission. Alors après, comme dit Pascal, on va utiliser pour optimiser ces transmissions. Mais ne perdez pas à l'esprit qu'une famille, c'est un ensemble d'affects, d'humains, de relations humaines, avant d'être un raisonnement purement technique. Laurent de Gabriel. Je voulais rebondir, Nicolas, sur votre point sur la gouvernance. Parce que l'Institut français des administrateurs, c'est vraiment un think tank sur la gouvernance. Et donc, on a pas mal travaillé sur ces sujets de gouvernance. Et en fait, on s'aperçoit que s'il y a eu la mise en place en amont de la transmission, une gouvernance en bonne et due forme, c'est vraiment un gage de succès. Et dans cette gouvernance, il y a deux choses qui sont importantes. Vous avez tout ce qui va être lié à la structure partenariale. Donc, vous pouvez avoir un pacte actionnarial, vous pouvez avoir un conseil de famille, vous pouvez avoir une charte des administrateurs familiaux. Donc, il y a cet aspect-là. Mais le deuxième aspect qui est presque plus important, c'est que vous ayez dans votre gouvernance, et plutôt dans un conseil d'administration pour des sociétés d'une certaine taille, des administrateurs indépendants. Parce que l'administrateur indépendant, il va être indépendant de plein de choses, mais aussi indépendant de la famille. Donc il va avoir une vision des enjeux qui va être forcément plus objective, moins passionnelle, et il peut vraiment aider en amont dans la réflexion et dire aux dirigeants, est-ce que vous avez pensé à ça ? Comment est-ce que vous organisez cette transmission ? Et après, dans la stratégie de l'entreprise. Donc c'est vraiment très important que la gouvernance soit adaptée, et aussi adaptée pour faciliter cette transmission. Donc c'est un conseil externe, mais qui va accompagner sur la stratégie sans avoir l'affect ou le lien familial, si je comprends bien, avec la stratégie d'entreprise. Et alors, on le trouve où, cet administrateur indépendant ? C'est un ami entrepreneur à côté ? C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, mais au risque qu'il doive découvrir l'entreprise dans laquelle il va arriver demain ? Comment... il y a plusieurs façons de trouver des administrateurs ou administratrices indépendantes. Le réseau, l'IFA peut vous aider, d'autres associations vous aident. L'important, c'est de le faire en amont et de faire que cette personne, effectivement, s'intègre correctement dans le conseil. Puisque le conseil d'administration, c'est une dynamique collective dans laquelle tous les administrateurs et administratrices doivent jouer leur rôle. Donc l'administrateur indépendant ou les administrateurs indépendants, et en général c'est plus facile d'être deux que d'être tout seul, vont avoir besoin de s'intégrer dans cette dynamique, de pouvoir participer aux discussions. Et il ne faut pas qu'ils arrivent quelques mois ou quelques années avant la transmission. Il faut qu'ils arrivent bien avant pour pouvoir s'imprégner vraiment des enjeux stratégiques, technologiques, humains de l'entreprise. Et c'est ça qui va favoriser leur contribution sur des sujets qui sont moins passionnels que des discussions purement familiales avec tout ce qu'on a évoqué précédemment. Mais alors ça soulève une question, et peut-être que vous pourrez y répondre, Pascal Torquetil, c'est à partir du moment où on accepte que d'autres personnes viennent donner leur avis sur la stratégie de l'entreprise, il faut accepter soi-même, en tant que dirigeant d'entreprise, d'être dans une démarche de lâcher prise un peu sur la suite de la vie économique de l'entreprise familiale, donc d'être déjà dans une démarche de transmission quelque part. Oui, ça peut être une déprogrammation de son quotidien, quelque part pour l'entrepreneur, et en même temps une reprogrammation en se disant qu'est-ce que cherche l'entrepreneur ? La croissance pour son entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a toujours des projets pour se développer, et c'est ce que recherche l'entrepreneur. Alors, il y a des projets pour la famille, évidemment, puis des projets exclusivement pour l'entreprise. Les deux peuvent être liés, évidemment. Et à ce moment-là, d'avoir ce recul grâce à des administrateurs indépendants
qui peuvent rentrer dans un conseil de surveillance, ou ça peut être certains fonds qui peuvent rentrer, ça peut arriver également. Ça, c'est un risque ou pas que si la transmission d'entreprise ne se fait pas au sein de la famille, ce soit un fonds qui reprenne? Est-ce que c'est vu comme une opportunité pour accompagner ou comme un risque de perdre le contrôle de l'entreprise familiale? Les deux, c'est une question de gouvernance. Tout ça se discute avec le calme nécessaire pour s'assurer que finalement les intérêts de l'entreprise soient bien alignés. Et il faut bien s'assurer que, en s'associant, ce qui n'est jamais forcément facile, on partage le même ADN. Et plus on a des projets qui sont constructifs, qui sont optimistes, qui permettent de créer de l'emploi, de se développer à l'international, par exemple, de créer de l'innovation, de rebondir sur l'IA, de penser au sujet sur la partie environnementale, plus on va, d'une part, être plus attractif, mieux transmettre et rassurer également les salariés. Parce que ce qui est très important dans la tête de l'entrepreneur, c'est de s'assurer que l'entreprise sera pérenne, que ceux qui ont construit l'entreprise restent, se projettent dans l'avenir et que de nouveaux talents puissent rejoindre l'entreprise et qu'ils restent également. Donc on parle de fidélisation également. Charles-Henri Bujard, ceux qui ont construit l'entreprise restent, oui, mais laissent la place aux autres quand même, à la nouvelle équipe dirigeante. À un moment donné, tout à fait, Pascal cite l'intervention de certains fonds, c'est encore une question de choix. Vous avez des fonds dits de private equity, qui vont investir dans l'entreprise, qui ont le même raisonnement, qui vont accepter de rester 7 ans, 9 ans, voire plus. Vous avez des fonds rapaces venus d'ailleurs qui cherchent à faire... D'accord. C'est ça le risque. Un fonds rapace, vous allez avoir un démantèlement de l'outil familial et puis chacun repartira avec ses billes. Et lui, des gars qu'on sait. Et lui aura quelque part une facilité à arriver dans des entreprises où on ne s'entend pas et on n'a rien préparé quelque part. C'est la faiblesse des ratios qu'on a donnés tout à l'heure. Voire même demain, je pense qu'on peut avoir un aggravement de ces ratios. J'avais une appréhension depuis quelques semaines, parce que c'est déjà compliqué d'accompagner les nouvelles générations pour leur donner la volonté de reprendre. D'accord. Mais quand on voit la désorganisation ambiante, ça va être encore plus compliqué de les convaincre d'aller reprendre l'outil familial pour défendre l'ADN et ainsi de suite. Désorganisation ambiante, ça veut dire quoi? Incertitude fiscale, par exemple? Voilà. D'accord. Je parle de... Voilà, tout à fait. Je parle de l'improbable aventure budgétaire française qui fait qu'on ne sait absolument pas aujourd'hui, 15 décembre, où on va la fin de l'année. Et ça fait peur aux nouvelles générations qui pourraient être amenées à reprendre une entreprise demain? Laurent disait... c'est anxiogène, donc c'est anxiogène pour ça tout le monde. génère une ambiance, effectivement, certes fiscale, mais c'est vrai que nous, pourtant à notre petite échelle d'experts comptables, on est moins sur des entreprises, effectivement, avec des conseils de surveillance, même si... certains groupes d'experts comptables se sont spécialisés et ont maintenant de la gestion privée, où on va chercher la compétence du notaire, de l'avocat, du family office. Donc là, on accompagne. C'est vrai que l'expert comptable, je prends le cas d'une biscuiterie qui est transmise de façon générationnelle. Il y a pas une biscuiterie de génération en génération, oui. Ouais, on est à la 3e génération. Et donc, dans ce cas-là, c'est l'expert comptable qui fait en fait office de recul. Et l'expert comptable a quitté cette casquette de comptable, en fait. Depuis longtemps, et encore plus demain. On est vraiment sur les échanges stratégiques, d'évolution, de préparation à la retraite, de préparation à la transmission. Mais aujourd'hui, et c'est surprenant, depuis 15 jours, j'ai des demandes de nouvelles générations qui me disent « mais et si je pars, qu'est-ce qui se passe ?» pour l'entreprise familiale. D'accord. De dirigeants de notre entreprise ou de futurs héritiers? De dirigeants et de futurs héritiers qui aujourd'hui, de fait, une ambiance anxiogène, alors elle n'est pas récente, elle fait quand même maintenant quelques mois, se pose des soucis. Où on échangeait avec le notariat la semaine dernière sur le pacte Dutreil. Vous êtes on en parle souvent ici, oui, bien sûr. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une instabilité ou création de holding avec une taxe sur les holdings. Certes, c'est pas la clientèle de tous les experts comptables ou de tous nos clients d'être à X millions de trésorerie, et il n'y a pas que la trésorerie d'ailleurs, mais donc du coup, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Mais donc on a déjà du mal, oui, Laurent de Gabriel et ensuite Pascal Torquetil. C'est là, je pense, où vraiment la gouvernance de l'entreprise, et quand je dis gouvernance, on n'est pas obligé d'avoir un conseil d'administration avec 12 personnes. Une gouvernance, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va être un peu le sparring partner du dirigeant. Ça peut être un conseil informel d'une ou deux personnes, donc le rôle que peut faire l'expert comptable, mais ça va permettre d'objectiver, de dépassionner. Effectivement, il y a un climat d'anxiété.
On ne sait pas encore bien quelles sont les conséquences de ce climat d'anxiété, mais si vous le replacez dans un contexte plus stratégique, de plus long terme, ça permet souvent de dépassionner un petit peu les choses et de faire dans les conditions. Sans faire de politique, est-ce qu'à l'heure actuelle, le climat d'anxiété est plus anxiogène que ce qu'on a pu connaître sur les 30 dernières années quand on est entrepreneur ? Pas sûr. Pas sûr, d'accord. Donc il faut peut-être aussi habituer la nouvelle génération à cette idée que... oui, sauf qu'elle est sur l'immédiateté, cette nouvelle génération. Bien sûr. Donc du coup, c'est vrai que quand on regarde sur 10 ou 20 ans, bien sûr, on n'est pas sur... c'est pas forcément plus anxiogène aujourd'hui. Mais encore faut-il le faire prendre. Mais il faut le faire prendre, c'est ça. Pascal Turquet-il. Moi, je pense que c'est quand même tout particulièrement anxiogène. D'accord. J'ai rarement vu ça. Alors, je suis peut-être un peu plus jeune, mais je crois pas. J'ai rarement vu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on montre du doigt les entreprises, les chefs d'entreprise, alors que globalement, on sait quand même que les salariés, généralement, notamment dans les entreprises familiales, sont très satisfaits du temps long. Donc, je parle souvent de la temporalité. Les dirigeants familiaux, pourquoi généralement ces entreprises d'ailleurs sont plus performantes ? Parce qu'il y a moins de turnover, il y a les salariés sont associés la plupart du temps autour de l'entrepreneur ou du dirigeant familial. Ils ont confiance. Et donc le temps long permet de rassurer. Aujourd'hui, il y a de l'incertitude. Et donc j'ai rarement vu ça, c'est incertitude fiscale, financière. Alors, de tout temps, il y en a eu, mais là, c'est tout particulièrement particulier. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument se projeter, s'assurer que dans cette transmission qui va arriver, on va pouvoir avoir un projet d'entreprise très structuré. Et qui le fait, ce projet d'entreprise ? C'est le dirigeant qui cède ou c'est l'équipe d'héritiers ou l'héritier, l'héritière ou l'équipe qui potentiellement doit arriver avec son projet pour l'entreprise familiale ? Là encore, généralement, le dirigeant, il peut déjà avoir structuré cette transmission. La plupart du temps, ce n'est pas le cas, sauf des entreprises qui sont déjà d'une certaine taille. Les plus petites, c'est rarement fait. Donc elles ont besoin d'avoir des tiers de confiance. Ces tiers de confiance, ils doivent arriver, rentrer un peu dans l'intimité du dirigeant pour parler des parties familiales, de transmission, et structurer finalement le projet qui va enthousiasmer et la famille et les dirigeants. Et puis les équipes qui sont autour du dirigeant. Ça, c'est presque une mission impossible. Un savant mélange, mais ça existe aujourd'hui. Sachant qu'il y a quand même une demande, je veux quand même un peu d'argent, même si je transmets. Oui, je veux récupérer le fruit un peu d'argent pour profiter, parce que les dirigeants à 65 ans, ils sont jeunes aujourd'hui, donc du coup, ils veulent en profiter. Donc c'est vrai qu'il y a cette contrainte de je transmets. Tout, pas tout, une question. Charles-Henri Bujard. Je vais compléter sur l'histoire de l'âge de la transmission. Moi, je suis convaincu que plus qu'un âge, un instant donné, c'est plutôt une période, un état d'esprit. Une famille qui a l'habitude de s'organiser, de transmettre, comme vous dites, à 65 ans, on est encore très jeune. À 75, on a encore pas mal de performances. Donc, ça laisse quand même du temps. Et Pascal le disait très bien, la temporalité, c'est la denrée maîtresse dans une famille. Et alors peut-être juste là-dessus, Charles-Henri Bujard, avant de vous passer la parole, Laurent de Gabriel, vous dites effectivement que les familles qui sont habituées, ça se passe très bien. Parce qu'en fait, c'est le passage de la première à la deuxième génération qui est le plus compliqué. C'est celui qui a créé l'entreprise, celui ou celle qui a créé l'entreprise qui doit transmettre à ses enfants. Le fondateur, dans son état d'esprit, il est souvent immortel, invincible, et que personne n'arrivera à faire aussi bien que lui. Donc il faut reconnaître que les G2 qui arrivent à reprendre une affaire familiale créée par le père ou la mère, chapeau bas. Ensuite, vous vous installez, c'est sûr qu'une famille qui a 16-17 générations, ça fait partie de son ADN. Oui, c'est déjà préparé. De patrimoine. Celui qui va se porter volontaire pour diriger la boîte un temps donné, sait très bien que ce n'est qu'un relais. Donc, vous ne pouvez pas comparer les G1, G2 avec les G16 et G17, hein, clairement. Mais plus vous allez avancer en durée de l'entreprise familiale, plus cet ADN devient fort. Et plus il y aura des volontaires. Laurent le disait, aujourd'hui, on a une nouvelle génération. Dans les familles, on fait de la ressource humaine. C'est-à-dire, clairement, on analyse les compétences. D'accord. Ça vient et ça accompagne cette volonté nécessaire à vouloir reprendre le flambeau. Et puis, on n'est pas sur une entreprise familiale. Aujourd'hui, sur des groupes familiaux, on se rend compte qu'on a laissé les jeunes reprendre ou créer leur structure. Et donc, on se retrouve sur un groupe avec parfois un petit groupe de 10-12 sociétés. Donc, certaines mono personnelles, d'autres non. Mais... Laurent de Gabriel.
Ce que je crois est vraiment important, c'est dans la préparation, c'est de ne pas hésiter à former des gens qui vont être C'était ma question. C'est comment on forme la nouvelle génération. Et qui vont être impliqués. Alors, forcément, l'IFA, on est vraiment au cœur de ces problématiques. Et donc, nous, on est amenés à former très souvent des membres d'une famille, très en amont. Alors, parfois, c'est des grandes familles du Nord, vous voyez à peu près ce que je veux dire, mais il y a d'autres familles qui font aussi... qui sont aussi bien organisées. Et qui sont très bien organisées. Et c'est vraiment important d'essayer de les former parce que, d'abord, les jeunes de la famille vont se rendre compte des enjeux stratégiques, économiques de l'entreprise, ça va leur donner un regard un peu différent. Et puis après, on peut les accompagner au cours de leur parcours. Et si vous le faites assez tôt dans leur processus, il y a des fondations qui mettent des choses pour des enfants de 11-12 ans. D'accord. Ah oui, assez tôt, c'est déjà avant même d'avoir commencé ces études supérieures. Très ludiques, mais ils vont faire venir les jeunes dans l'entreprise. Il va y avoir des jeux et ça va développer une espèce de relation affective avec l'entreprise. Ils vont voir l'entreprise sous un prisme beaucoup plus positif que ce qu'ils peuvent voir à travers leurs parents qui travaillent peut-être 18 heures par jour. Et puis progressivement, cette génération va être aidée, va être sensibilisée sur les sujets économiques, sur les sujets de gouvernance. Et après, ils vont contribuer à un projet parce que je crois que c'est le moment difficile, mais le projet, la stratégie d'entreprise, il me semble qu'elle doit être quand même aussi assez fortement portée par la génération qui va reprendre, parce que c'est quand même elle qui va les enjeux. Donc il faut arriver à faire tout ça, et dans le cadre de cette préparation, il y a indubitablement un aspect formation et information qui doit être pris très tôt. Charles-Henri Bujard, je voyais que vous vouliez réagir. Je suis tout à fait d'accord. Les familles qu'on a la chance d'accompagner à la FO, vous avez de très belles histoires qui commencent à 7-8 ans, des cousinades, où le soir, le grand-père vient raconter l'histoire de l'entreprise. Ouais. En fait, ça fait partie de leur envie de leur donner envie d'avoir envie. Parce que vous créez une collectivité. D'abord, les cousins vont se connaître. Il y en a qui ont même organisé des tranches d'âge par rapport aux différents cousins et cousines. D'accord. Et vous voyez bien que ça, on parle du temps. Le temps long, voire très long. Parce que si vous commencez à prendre un gamin à 6 ans et qui reprend la boîte à 35-36, il a le temps de s'imprégner de ce fameux ADN. Pascal Torquetil. Oui, je rejoins complètement ce qu'on se dit. L'ADN est très important. Il y a souvent le sens du devoir également, qui est transmis de génération en génération pour s'assurer que l'incarnation du dirigeant soit transmise également. Ça, c'est quelque chose qui doit se construire au fil du temps. Souvent, les enfants, quand ils peuvent reprendre l'entreprise, ils ont été biberonnés depuis leur jeune enfance au quotidien de l'entrepreneur. Bien sûr. C'est rare que lors des dîners, des déjeuners, on ne parle pas d'entreprise familiale, évidemment. Il y a un autre sujet que j'aimerais également mettre sur la table, moi je suis mentor également à l'Institut du mentorat entrepreneurial depuis maintenant une dizaine d'années, et on voit que les sujets qui sont accompagnés d'entrepreneur à entrepreneur, il y a une certaine reconnaissance finalement qui se passe quand on accompagne un entrepreneur qui veut céder ou pas. Il y a 3 questions qui se posent. Il y a la question évidemment familiale, la question professionnelle et la question personnelle. Je fais bien le distinguo entre les 3. Et identifier les 3, c'est très important avec un dirigeant qui n'est pas forcément habitué à le faire au quotidien. Donc c'est un peu ouvrir les chakras du dirigeant et s'assurer que les bonnes questions sont posées. Et en créant ce climat favorable à l'échange, on peut à ce moment-là ouvrir toutes les solutions possibles pour accompagner le dirigeant dans tous ces sujets qui souvent peuvent le tarauder, il ne sait pas forcément par où commencer. Et donc je parle souvent de tiers de confiance, de mentorat. Et 80% des sujets qu'on aborde en mentorat, c'est pas le professionnel. C'est le personnel. C'est principalement le personnel et le familial. Comment redonner de la place au personnel ou au familial, quelque Exactement. part. Souvent, l'entrepreneur, il est 150% du temps dans son entreprise. Très peu de temps suffisant avec sa famille et pour lui. D'accord. Oui. Donc, rééquilibrer tout ça, ça permet également de parler projet, de parler de ce qu'il a envie de faire s'il y a une succession. S'il n'y a pas de projet personnel et familial, il va se reconcentrer sur la partie que professionnelle. D'accord. Donc ça permet de prendre conscience de pourquoi je cède l'entreprise ou pourquoi j'organise la transmission quelque part. Oui, exactement. C'est quelque chose de se remettre dans une disposition favorable à cet échange et le construire d'une façon apaisée. Alors je rebondis, pardon. Frédéric, ensuite, en tant qu'expert comptable, c'est vrai qu'on est l'interlocuteur du quotidien. Le taux de confiance, on le connaît par cœur, c'est 94%. Donc du coup, effectivement, on est le tiers de confiance. Mais au-delà, je rejoins totalement cette approche-là. C'est certes sur la transmission, mais pas que. On est l'interlocuteur des soucis du chef d'entreprise.
aussi, puisque vers qui va-t-il se confier, vers qui va-t-il se tourner pour avoir une totale confiance? C'est vrai, c'est souvent l'expert comptable. De toute façon, on va le voir dans les chiffres, parce que l'activité va moins bien se passer, ou il y a des fois des tiraillements dans une transmission entre enfants. On va le ressentir, et comme on le suit maintenant, vraiment, les états de gestion sont mensuels, donc c'est vrai qu'on le ressent. Et la place du personnel, du coup, vous la voyez aussi? Du personnel, on le ressent plutôt indirectement. D'accord. C'est moins notre stratégie et c'est moins l'accompagnement du personnel. Par contre, on va le ressentir quand même quand on va mettre en place la RSE, quand on va mettre en place la transmission verte. D'accord. Aussi, la transition verte. La transmission verte, c'est la transition. Pardon. D'accord. La transition verte. On pourrait aussi imaginer que ce soit une volonté stratégique forte de l'équipe dirigeante héritière. Également. Oui, c'est le cas. C'est le cas, Laurent de Gabriel. Alors, je rebondis sur Pascal, la discussion familiale. Moi, je trouve que c'est un point très important. C'est-à-dire que qu'il y ait des déjeuners familiaux, c'est très bien. Mais un déjeuner familial ne remplace pas la réunion d'un conseil d'administration. Et c'est très bien qu'il y ait des conseils familiaux et des conseils d'administration. Et ça ne sera pas les mêmes discussions, et tant mieux. Il y aura forcément des interférences. Et ce qu'on voit, nous, dans les formations, et on va d'ailleurs, à cet égard, lancer une formation spécifiquement sur les entreprises familiales, c'est que des entrepreneurs, dès qu'ils sont dans un contexte de formation, il y a pas mal de recherches académiques maintenant, ça permet d'objectiver un certain nombre de choses. Et donc, ce que vous évoquiez sur le mentorat, il se passe la même chose dans les formations. Vous faites un pas de recul et vous voyez les choses de manière tout à fait différente, et ça permet de dépassionner, d'objectiver et d'avoir les deux meilleurs réflexes et de se sensibiliser à cette préparation. Vous parlez de conseils familiaux, et c'est peut-être une question pour vous deux d'ailleurs, Laurent de Gabriel et Charles-Henri Pujard, mais quid des héritiers à qui on ne transmet pas la direction opérationnelle de l'entreprise? Comment est-ce qu'on organise cela? Est-ce qu'on transmet quand même l'actionnariat de l'entreprise? Est-ce qu'on les forme aussi à être actionnaires mais non dirigeants opérationnels? Il faut les former, parce que le système légal français fait qu'ils deviendront un minimum actionnaires, donc il faut les former. Et ensuite, il n'y a pas qu'une seule forme d'entrepreneuriat. Vous parliez de création de petits groupes, il y a plein de missions pour faire venir les jeunes. On n'a pas du tout parlé de la philanthropie, la création de fondations, l'investissement. À la limite, vous inversez la question, vous leur demandez aux jeunes comment ils souhaitent s'investir dans l'entreprise. Et vous seriez étonné de la diversité des réponses. D'accord, donc, ok. Ils veulent pas tous être dirigeants de l'entreprise familiale, c'est ça? Il y a d'autres moyens de s'investir dans l'entreprise. Ouais. Et ça, c'est vraiment un point important. Et je pense que l'anxiété, l'évolution générationnelle, c'est ça, c'est la diversité des objectifs et des parcours. Alors qu'avant, je pense qu'on était sur des choses qui étaient beaucoup plus uniques. Maintenant, ils veulent faire des choses très différentes. Et si vous le préparez en amont, si vous y réfléchissez, il y a des tas de choses qui peuvent être faites. Ça va de la fondation patrimoniale, ça va de la fondation actionnariale. Il peut se passer plein de choses. Et là où je rebondis, effectivement, c'est qu'il faut absolument former pour les futurs dirigeants, mais il faut aussi former sur les futurs actionnaires. D'accord, oui, bien sûr. C'est pas si simple d'être un conseil d'administration. Oui. Et d'être actionnaire d'une entreprise. Dans lequel... C'est mon histoire aussi, mais c'est pas moi qui la dirige. Absolument. D'accord. Mais je prends les décisions quand même avec mon droit de vote sur cette entreprise. Le conseil d'administration, il a un rôle absolument fondamental. Il va approuver la stratégie de l'entreprise, il va choisir l'équipe dirigeante. Là, ça va être encore plus compliqué parce que l'équipe dirigeante, ça va sûrement être une autre partie de la famille. Bien sûr. Et puis il va approuver les comptes et gérer les risques. Donc c'est un rôle fondamental sur lequel il faut se former, on ne peut pas l'improviser. Pascal Turquessil, point, c'est un état d'esprit. Quand on veut transmettre son entreprise, on peut parler d'une problématique. Souvent c'est ça, dans la tête du dirigeant, une problématique. En fait, c'est une opportunité. Plus c'est préparé dans les bonnes conditions, plus on en parle positivement. Et quelle que soit finalement l'ambition de ceux qui peuvent reprendre, notamment si ce sont les enfants, chacun peut avoir son avis là-dessus. Mais souvent, dans les conseils de famille, là je vous rejoins, c'est que c'est pas forcément abordé tel que c'est fait, parce que ça peut créer de la frustration. Donc, il vaut mieux pas en parler qu'en parler. Mm-hmm. Comment faire pour que justement ce soit bien posé, dans les conditions qui soient professionnalisées, pour s'assurer que le projet de chacun sera pris en considération. Donc là, on rentre dans l'irrationnel, le passionnel. Mais ça se travaille parfaitement. D'accord. Alors, et là, ça devient une opportunité. Et plus c'est un projet de vie positif, éducatif, de formation, pour créer finalement de l'emploi, pour que chacun s'épanouisse. Et là, la discussion, soudain, peut être extrêmement positive. Alors, avec des administrateurs indépendants, avec possiblement des fonds, avec des discussions avec des experts. Et là, soudain, le dirigeant
ouvre ses chakras, le plafond de verre est dépassé, et là, on parle raisonnablement. Donc on ne dit pas, je cherche la copie conforme de ce que j'ai été pendant 20-30 ans, mais comment est-ce que vous pouvez vous engager dans cette entreprise et dans cette stratégie familiale ? D'où les projets. Oui. Le sens du projet. Et aujourd'hui, le monde est de plus en plus international. Souvent, l'accès à l'étranger, dans les études, les enfants voyagent de plus en plus. Donc, ça crée des opportunités incroyables et des opportunités positives pour que le dirigeant puisse également transmettre tout en restant un peu, en accompagnant, et que chacun trouve sa place. Là, souvent, ce qui est délicat, c'est quand le dirigeant, notamment le fondateur, prend de la place, incarne, comment trouver sa place. Et là, il faut bien délimiter l'aventure de chacun et comment son positionnement va bien s'intégrer à côté du dirigeant. Et savoir laisser la place, c'est pas toujours facile. Et ça peut se faire progressivement, d'une façon très intelligente. Avec des postes clés. Oui, il y a une chose Frédéric Espira. que je constate effectivement sur ces 20 dernières années, avec un peu de recul, 20-25 ans, on a des chefs d'entreprise qui ont créé effectivement une première entreprise, qui ont envie de la transmettre. Soit ils ne se sont pas préparés, et on se retrouve à 63 ans, ah oui, tiens, je te file le bébé. C'est un petit peu de moins en moins. Par contre, ce que l'on constate dans nos réunions, c'est que à 50 ans, ils ont envie de changer de vie. Donc du coup, ils se disent, si les enfants commencent à être matures, j'ai envie de transmettre. Donc du coup, ils vont transmettre peut-être plus vite que ce qu'on imagine, pas pour partir à la retraite, alors mais que pour avoir un nouveau projet. Ça prend 7-10 ans quand même de transmettre. C'est ça. Et donc du coup, on se retrouve de toute façon dans la même problématique, ça veut dire que c'est dans l'urgence. Il dit, non mais moi, soit ils changent de vie, parce que aujourd'hui le divorce est un peu plus institutionnalisé que. D'accord, oui, mais non, mais c'est aussi un facteur potentiellement de réflexion, de transmission, oui. C'est ça. Et donc du coup, on se retrouve à 53 ans. J'ai envie de changer de vie, j'ai envie d'avoir une nouvelle activité. Le bébé que j'ai construit vaut quelque chose. Les enfants étaient présents dans l'entreprise, étaient apprentis, etc. Et donc du coup, je vais transmettre maintenant. Mais je me suis pas préparé non. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a le fait que l'allongement de la durée de vie fait que vous pouvez avoir 2 ou 3 vies sans difficulté, et donc une vie d'entrepreneur a un succès. Puis le deuxième aspect, c'est la révolution numérique. Je pense qu'il y a une accélération telle des enjeux technologiques, des défis. On parle de l'IA, mais il y a les données, et on voit que ça impacte toutes les entreprises. Et ça, je pense que c'est encore plus difficile pour une génération de suivre ça. Et c'est là où la nouvelle génération a quand même un usage un peu natif des outils numériques qui est susceptible d'être extrêmement intéressante pour beaucoup d'entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que cette transmission se fasse dans de bonnes conditions, soit préparée, et soit éventuellement un peu anticipée par rapport à ce qui a pu se faire dans le passé. Charles-Henri Bujard, il y a intelligence artificielle, numérique, et peut-être aspiration aussi en termes de ESG, RSE de la nouvelle génération. Comment est-ce qu'on intègre ça dans la discussion ? Alors, c'est un vrai sujet actuellement parce qu'il y a aussi les sujets de souveraineté. Oui. Souveraineté et défense. Donc, c'est pas forcément... Bien sûr, être antinomique avec RSE. Je vais revenir sur la transmission. Nous, on assiste les family office, on parlait de tiers de confiance, et pour les familles qui ont la chance d'avoir un family office à leur côté, en fait, la disparition d'une génération, le dernier des aînés qui décède, met la famille inconsciemment dans le schéma de la prochaine transmission. Ça, c'est un marqueur vraiment très important. Okay. C'est-à-dire quand il n'y a plus des parents à qui on a repris la boîte, inconsciemment, on voit que la famille commence à se retourner naturellement vers l'avenir. En se disant, il faut préparer la transmission à venir, et il faut l'anticiper beaucoup plus en amont, si je comprends bien, de ce qui a pu être fait sur la première génération. Tout à fait. Première génération ou les générations précédentes. Absolument. Pascal Torgetil, oui. Là, on parle évidemment des conditions idéales quand il y a un fondateur ou première, deuxième génération qui peut transmettre à ses enfants, tous ses enfants ou quelques enfants. Ça, on peut dire, si c'est bien préparé, on en a parlé, c'est le cas idéal. Oui. Et si c'est mal préparé ? Alors ça peut être mal préparé, mais là encore, il faut pouvoir l'éviter, et c'est par anticipation. Et je reviens également sur ce chiffre de plus de la moitié des entreprises qui n'ont pas de successeur. Oui. Donc ça, c'est très important aussi. Et donc, comment mettre en relation des repreneurs potentiels qui vont pouvoir prendre la suite. Hors du cadre familial, du coup. Hors du cadre familial. C'est un point très important aussi qu'on voit en France, mais également partout en Europe, tous les pays aujourd'hui où la pyramide des âges diminue également, on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de successeurs dans leur famille. Donc ça aussi, c'est des sujets très importants à anticiper, où, je reparle encore du tiers de confiance, il faut s'assurer que toutes les valeurs de l'entreprise, l'ADN, ce qu'a voulu inculquer l'entrepreneur à son entreprise et à ses salariés, ne soient pas fragilisées,
et soit repris. Là encore, il faut de l'anticipation. Donc, il faut aussi des dirigeants qui puissent être mis en relation. Et c'est pas si simple que ça. Bien sûr. Que le cédant trouve un repreneur. Il y a des mécanismes qui existent, mais ça aussi, c'est un message que je passe, il faut bien le favoriser pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et ça aussi, ça s'anticipe quelque part. Le cédant, un des éléments vraiment de réassurance du cédant, comme de l'investisseur, d'ailleurs, c'est la bonne gouvernance. Nous, on a fait un baromètre en 2024, où on a interrogé une quarantaine de fonds sur comment ils voyaient les entreprises dans lesquelles ils investissaient. Et le fait d'avoir une gouvernance en bonne et due forme les rassure. Et donc, ça va aussi rassurer les tiers, un repreneur. Donc, même si on n'a pas d'héritier ou d'héritière identifié, travailler la gouvernance, c'est clé. Fondamental. C'est pas dramatique que, d'abord, avoir conscience, et ça peut être des décisions extrêmement difficiles, que le bon ADN n'est pas forcément dans l'arbre généalogique. Et pendant une entreprise familiale qui, pendant une génération, a un nom familial à sa tête, il n'y a pas de caractère de gravité. Mais ça veut dire l'entreprise est pérenne. Mais quand vous dites ça, ça veut dire qu'on garde l'actionnariat familial. Vous gardez l'actionnariat, vous mettez un dirigeant extérieur dont vous jugez qu'il est plus capable que la génération. Ça passe le caractère. Ça ne veut pas dire vendre l'entreprise, ça veut dire simplement trouver l'opérationnel. En effet, une autre option qui est très intéressante aussi, donc dans les TPE, les PME, les ETI, c'est se dire le dirigeant, il était finalement actionnaire, il avait un peu tous les pouvoirs, il y a beaucoup de cas comme ça en France et dans d'autres pays, et se dire, je sais que je n'ai pas de successeur, je fais rentrer quelqu'un de l'extérieur, ou je fais progresser quelqu'un en interne, je le fais peut-être rentrer au capital, et à ce moment-là, la question se posera au moment où le dirigeant fondateur partira, de transmettre l'entreprise au successeur, au dirigeant qui a été recruté, qui fait partie des équipes, ou de répartir le patrimoine et les actions de l'entreprise. Et la famille peut très bien rester également actionnaire de l'entreprise. Il y a plusieurs cas, ça nécessite des discussions et de l'anticipation. On va s'arrêter là-dessus, mais si je comprends bien, il y a beaucoup de capacité d'accompagnement du dirigeant d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de cas, effectivement, à gérer. Et puis, je me rends compte que quand un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, finalement, réfléchit à la transmission, il y a peut-être plusieurs rôles derrière pour la génération future, parce que c'est vrai que c'est une des sortes de super-héros économiques du quotidien. Merci en tout cas Charles-Henri Bujard, président de l'Association française des family office. Merci Laurent de Gabriel, directeur général de l'Institut français des administrateurs. Merci Frédéric Espira, président du Conseil patrimonial de l'Ordre des experts comptables. Et merci Pascal Turquetil, entrepreneur international. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à cette invitation dans Patrimoine Cash. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.